Je vais être dans l'obligation, parce que je dois accueillir les personnalités du salon Soliway qui commence demain et qui se continue samedi. Je suis obligé donc de quitter ce conseil pour les quelques délibérations qui restent. Et Monsieur Boucher, premier adjoint, va pouvoir présider le conseil. Il en est très heureux. Monsieur Sauge, non? Et voilà, et comme ça, en effet, il répondra à Monsieur Gaconnet tout à l'heure. Merci et bonne fin de conseil. Merci. Vous m'aiderez, monsieur le directeur, sur la gestion dont je n'ai pas l'habitude. Voilà, je propose de passer la parole à Dominique Lachenal, donc, qui va nous parler d'une délibération qu'on a déjà passée en conseil communautaire concernant la convention de réservation pour la gestion en flux des logements sociaux. Exactement. Merci, monsieur le premier adjoint. Faites-le. Donc, vous savez que grâce à la loi Allure, Annemasse-Agglo est devenue la collectivité compétente pour la gestion de la demande de logement social. La maison de l'habitat est l'interlocuteur des demandeurs de logement pour assurer, et elle assure aussi, la MDH, donc assure aussi les relations avec les bailleurs pour permettre l'attribution de logements au sein des commissions dédiées. Vous savez aussi combien notre territoire communal et d'agglomération connaît une tension très forte, c'est peut-être un moindre mot, mais c'est vraiment très, très lourd, en matière d'accès au logement social avec le nombre de demandes que vous connaissez. Les logements sociaux sont construits avec l'aide des collectivités, soit sous forme directe, soit sous forme indirecte. On a vu tout à l'heure une garantie d'emprunt. Et les personnes morales, les différentes personnes réservataires, dont font partie les collectivités locales, peuvent contracter ce qu'on appelle des droits de réservation de logements sociaux auprès des organismes de logement social, auprès des bailleurs. Dans le cadre des objectifs du programme local de l'habitat, notre commune a contracté un certain nombre de droits de réservation auprès des bailleurs et peut ainsi avoir un regard sur les propositions des demandeurs de logement faites par la maison de l'habitat lors des commissions d'attribution de logement, qu'on appelle par exemple galéole. L'exercice de ce droit de réservation se fait autant sur les mises en location initiale que les locations ultérieures, et il est en général formalisé dans des conventions de réservation signées par le bailleur social et le réservataire. C'est ce que nous avons vu lors du conseil communautaire. La convention définit évidemment les modalités pratiques de mise à disposition, qui est assez précis, mais les droits et le devoir également de chaque signataire, j'y reviendrai après. La loi Elan, quant à elle, de 2018, a instauré ce qu'on appelle la gestion en flux, et nous avons jusqu'à novembre 2023 pour la mettre en œuvre. Gestion en flux des réservations de logements sociaux, avec obligation, comme je l'ai dit, de mise en œuvre, mais surtout une gestion en flux qui remplace la gestion qu'on appelle en stock, qui était pratiquée jusqu'alors et qui restera uniquement pour certains cas. Cette gestion en flux porte sur l'ensemble du patrimoine ou du parc de logement social des bailleurs sur notre territoire. Cette nouvelle gestion a pour but, enfin je veux dire c'est en progrès quand même, ce n'est pas, la gestion en stock était un peu rigide. La gestion en flux va permettre d'apporter plus de souplesse et de fluidité dans la gestion du parc social, de favoriser notamment vis-à-vis des demandeurs leur mobilité résidentielle et surtout de favoriser la mixité sociale en regardant le parc de façon plus générale. Selon un décret de février 2020, chaque bailleur doit signer donc avec l'ensemble des réservataires une nouvelle convention de réservation fixant les modalités pratiques. J'espère que vous avez eu le temps de regarder un peu la convention qui a été mise dans votre pli. Cette convention, vous voyez, elle est très détaillée. Il faut s'arrêter sur pas mal de modalités, comme la définition de l'assiette des logements, ce qui rentre et ce qui sort, la transformation du stock en flux avec les modalités pratiques, les modalités de gestion en tant que telles, et cet article 5 est très croustillant, l'engagement également de chaque partie et le bilan annuel qui devra être fait par le bailleur. Des conventions doivent donc être conclues entre notre commune et chaque bailleur concerné par les réservations de notre commune. Nous avons 12 bailleurs concernés en 2023 et donc chaque convention concernera ces bailleurs.
Les conventions sont conclues pour une durée d'1 année, mais renouvelables 2 fois par tacite reconduction. Chaque année, le bailleur actualise le pourcentage de logements vacants auxquels la commune peut prétendre. Et ça, c'est un élément qui est vraiment extrêmement important. Bon. Ceci étant exposé, je ne vous relate pas les différents articles, mais considérant en tout cas que les conventions soumises à l'approbation du conseil municipal sont conformes à la charte départementale qui a été rédigée et qui est relative à la gestion en flux établie avec l'ensemble des partenaires réservataires. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver les conventions de réservation pour la gestion des flux des logements sociaux, à intervenir avec les organismes bailleurs qui sont identifiés ici, soit Aliad, ERIA, Alpad, Haute-Savoie Habitat, CDC Habitat, SA Mont-Blanc, ICF, Semcoda, Solar, 3F, Batigère et Dynacité, selon le modèle de convention qui vous a été soumis. Et ainsi d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer les dites conventions. Monsieur Gacquonnet. Oui, donc le logement revient une fois de plus sur la table du Conseil et je m'en réjouis parce que c'est vraiment un dossier sensible. Qu'il y ait un peu plus de fluidité, ça va plutôt dans le bon sens. Je rejoins Dominique Lachenal sur l'analyse. Moi, ce qui m'intéresse le plus finalement, c'est le contrôle aussi de qui occupe les logements. Voilà. Alors je vous avouerai ne pas avoir lu la convention, mais ce qui est très important également aujourd'hui, c'est de savoir qui occupe les logements et est-ce qu'ils ont encore le droit de les utiliser. On connaît tous des situations où des personnes qui sont parties peut-être travailler en Suisse ou un très bon salaire français n'auraient plus besoin de logements sociaux et en bénéficient encore aujourd'hui. Et je pense que là, c'est là qu'on doit aussi aller chercher toutes les ressources nécessaires pour permettre ce turnover légitime et qui doit offrir de la place à ceux qui en ont réellement besoin. Et voilà, donc ça, j'aimerais savoir si vraiment c'est un point qui est présenté dans la convention. Enfin, si des bailleurs ne jouaient pas le jeu de la convention, est-ce qu'ils risquent quelque chose, notamment une non-garantie d'emprunt si des demandes venaient à être émises auprès de la ville? Voilà, merci. Alors, il y a peut-être 2 niveaux de réflexion. Je peux peut-être commencer, monsieur le Oui, président. allez-y, madame Lachenal. Merci, monsieur Boucher. Non, j'insiste sur le fait que, d'abord, le premier élément, c'est que les candidats, la gestion des candidats et des demandes, elle est faite par la maison de l'habitat. Ça, c'est un premier élément. Donc, à l'intérieur de ces demandes, vous avez évidemment un ordre. Vous savez qu'il y a une instance multipartenariale qui travaille à l'identification des demandes et à la classification de ces demandes en fonction de leur arrivée et des critères concernés. C'est assez complexe. Mais c'est vrai que ces éléments-là donnent une connaissance assez fine des demandeurs. Et à partir de là, la gestion en flux va permettre de mettre la meilleure personne au meilleur endroit en fonction des logements disponibles. Pour ce qui concerne, à l'inverse, l'élément que vous évoquez sur la qualité de travailleurs, ou en tout cas de personnes ayant la qualité de travailleurs frontaliers principalement, hein, c'est celle, en tout cas de niveau de revenus supérieur, on va dire, les personnes qui sont déjà en titre de leur logement, ils peuvent bouger dans une mutation de logement, mais pour autant, le bailleur ne peut pas leur enlever leur logement. Il ne peut que surloyer, peut que appliquer un surloyer de leur logement. C'est seulement qu'ils quittent le logement que là, évidemment, le logement revient sur la gestion de base des demandes plus classiques. Dans les logements sociaux, vous savez qu'il y a plusieurs catégories de niveaux, hein, voilà. Et donc l'ensemble, c'est un équilibre très, très précis, très fin. La distribution des demandeurs d'emploi en fonction de leurs propres éléments de situation et de leur niveau de revenu et des dispositions, des logements disponibles. C'est une gestion extrêmement fine qui se fait également par la maison de l'habitat en lien avec le bailleur et les propositions faites. Mais en ce qui concerne la sortie de locataires, je ne peux pas me prononcer en détail parce que je ne connais pas les obligations complètes des bailleurs, mais à ma connaissance, on ne peut pas faire sortir un locataire s'il paye un surloyer, il paye un surloyer.
Tout à fait, je confirme votre réponse sur ce point-là. Et les surloyers existent. Quelquefois, ils sont assez dissuasifs. Enfin, si le surloyer est dissuasif, la personne part. Mais il ne faut pas penser que quelqu'un qui... Enfin, les plafonds HLM sont assez hauts. C'est-à-dire, nous sommes autour de la table, certainement, un bon nombre à pouvoir postuler en logement HLM. D'accord ? Il ne faut pas penser que, parce qu'on... Voilà, ce n'est pas réservé à des personnes qui ont un revenu très bas ou pas d'emploi, etc. Le logement HLM, les plafonds sont assez hauts. Donc, il y a effectivement des personnes qui ont un revenu qui semble plus élevés qu'habituellement dans les logements HLM, mais ils sont quand même dans les plafonds. Voilà. Et quelque part, ce peut être des personnes qui équilibrent un peu les montées, etc. Le logement HLM, il ne s'agit pas de mettre dans ces immeubles-là uniquement des personnes en difficulté sociale. Hein. Ça serait une mauvaise gestion. Après, j'ai peur de vous décevoir sur le premier point, sur l'occupation. Ce sont toujours les bailleurs qui restent propriétaires de leur logement et qui doivent s'occuper de ceux qui sont à l'intérieur. Donc ça n'a rien à voir avec les propositions et les réservations. Donc ça ne change pas cette problématique-là. Alors vous avez raison, vous avez exprimé des gens qui resteraient indûment dedans. Ça peut être un problème, mais c'est sans doute pas le plus important, Monsieur Gaconnet. Je pense qu'en ce moment, il se passe des sous-locations ou qui là me posent plus de problèmes. Voilà, donc effectivement, à ce niveau-là, il est important que les bailleurs sachent bien qui ils ont dans leur logement. Et je vous rappelle que la sous-location d'un logement social n'est pas autorisée, est illégale. Voilà. Et qu'on peut constater qu'il y a des sous-locations, sans aucun doute. Il y a quelquefois du squat aussi, sans aucun doute. Voilà. Donc, et cette gestion-là, elle est sans doute à améliorer. Je vous redonne la parole, Monsieur Gaconnet. Oui, merci. Mais c'est là où le problème est dans le logement. Après, payer des surloyers. Alors, on avait eu le débat, donc, mais c'est vrai que tous ceux aujourd'hui qui sont payés en euros, à part bien sûr des cadres ou de la haute fonction, mais la plupart des gens qui sont payés en euros sont quasiment éligibles au HLM. Là-dessus, je suis entièrement d'accord avec vous. Le problème, c'est que la vocation aussi des logements sociaux, c'est de répondre à une partie des problèmes des gens qui veulent accéder au logement. On sait très bien que dans notre bassin de vie, c'est très tendu. Et je pense sincèrement, alors, de payer des surloyers, bon, c'est une évidence, mais on en revient toujours. Les surloyers, si on retombe sur des travers qu'on a connus et qui sont existants, vous l'avez dit, par rapport à de la sous-location, si vous avez 5 personnes qui doivent payer 500 € par mois, votre surloyer, il est déjà payé 2 fois. Hein. Donc c'est pour ça que c'est un peu le vice, finalement, de pouvoir rester. Je comprends que les bailleurs sociaux veulent effectivement avoir un équilibre financier, parce que finalement, en se disant, en ayant des surloyers ou des loyers plus élevés, ils équilibrent avec les gens qui ont moins de revenus. Mais au final, on perd un peu de vue l'objectif des logements sociaux est de répondre à la demande, qui est sans cesse croissante d'ailleurs, mais qui pose problème. Donc c'est vrai que moi, je suis toujours un peu... et j'aimerais qu'il y ait plus de contrôle de la part des bailleurs sociaux par rapport à la sous-location. Bon, le squat, c'est autre chose, mais même par rapport à la sous-location, parce que des adresses, on peut leur en communiquer s'ils veulent, mais après, faut-il encore qu'ils aient l'envie d'y aller. Ouais. Je vous remercie. Bon, je souhaite, moi aussi, et je pense tous autour de la table, la meilleure gestion possible des logements sociaux existants. Cela dit, M. Gaconnet, ce n'est pas par cette gestion-là qu'on va résoudre la situation du logement social. Je vous rappelle que nous sommes, et je ne dois pas faire erreur, la seule commune de Haute-Savoie à répondre à la loi SRU, la seule commune de Haute-Savoie à répondre à la loi SRU, et que c'est par la production de logements sociaux que l'on résoudra le problème du logement social. En grande partie par ça et un peu par la gestion. Voilà, mais c'est d'abord par la production de logements sociaux. Et je pense que nous faisons notre part de travail.
Et effectivement, il y a cette part de travail est à faire par beaucoup d'autres communes du département. Je voulais également rajouter un élément. On parle évidemment ici du bail social, du logement social, qui correspond à beaucoup de demandes des habitants de ce territoire. Je rappellerai quand même que le rôle du logement privé, le logement privé, on va dire, au vu des tarifs pratiqués, ne remplit plus son rôle d'intermédiaire, comme ça a pu être fait à un moment donné. Et c'est vrai que le travail fait par Annemasse Agglo sur la demande d'encadrement des loyers et ainsi de suite pourra apporter aussi des réponses pour une partie de la population qui peut sortir du logement social pour aborder des logements privés, mais quand même abordables. C'est un élément qu'il faut également entendre. Par ailleurs, il y a toute une action qui se fait, toujours pilotée par l'Agglo, mais aussi avec l'État et le département, de travailler sur l'identification des logements vacants. Logements vacants qui peuvent être conventionnés, convaincre des propriétaires de rouvrir leur logement et de conventionner avec l'État pour mettre des personnes en capacité de payer leur loyer, et de toute façon avec une garantie que le loyer soit payé. Donc c'est tout un travail, voyez, sur plusieurs ramifications qui permettront d'apporter aussi des réponses et d'éviter peut-être la sous-location, qui sait. Voilà, je vais vous demander de voter sur cette délibération qui, en tout cas, va apporter, on peut l'espérer, plus de fluidité et de souplesse au système. Voilà, mais qui ne crée pas plus de logements sociaux, par contre. Voilà, donc, y a-t-il des personnes qui sont contre? Des abstentions? Je vous remercie pour cette unanimité.